Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer cette séance du Conseil municipal. Secrétaire de séance pour cette séance-ci, c'est Madame Philippe. Vous avez le cahier. Je vais vous demander de faire l'appel des conseillers municipaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, participant donc Monsieur le maire Pierre Augor, Madame Présent. Anne Carreau, Procuration à Thierry Collat. Michel Cadour, Anne-Sophie Morvan, Thierry Collat, Isabelle Nédélec, Mathieu Seité, Il va arriver. Michel Richard, Gilbert Quintel, Nelly Gallet, Marie-Françoise Kerglonou, Alain Coueff, Jean-Jacques Cadalin, Pierre Evin, Catherine Mercer, Bénédicte Rollet, Stéphanie Podreau, Olivier Yvain. Donc il y a une procuration pour Céline Kéranguévin, pardon. Pour Michel Cadour. Denise Philippe donc présent, Bruno Simon, Sylvie Ravaillot, Guénal Kerjean, Jérôme Jacopin, Catherine Déniel, Catherine Déniel, procuration à Jérôme Jacopin. Jean-Philippe Sourimont et Philippe Egelet. Merci. Avant de commencer, l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre, où le secrétaire de séance était Olivier Yvain. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Oui, Monsieur Cazon. Merci, Monsieur le maire. D'après le règlement intérieur, les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement, dans le procès-verbal, de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Bien. Depuis le début du mandat, ces PV retranscrivent dans leur intégralité les propos tenus lors des différents échanges. Nous avions relevé une exception au PV du Conseil d'installation en 2020, l'absence d'un passage, l'absence d'un de vos propos, Monsieur le maire, passage que je vous lis. Voyez, la Révolution française, certains se sont autoproclamés citoyens, citoyennes, un peu comme vous. Ils ont tous fini sur l'échafaud. Comparaison pour le moins inappropriée. C'est un euphémisme. Nous avions voté contre ce procès-verbal. Rebelote aujourd'hui. Un passage manque, un passage long de 8 minutes tout de même. Nous l'avons retranscrit et nous le mettons à la disposition des services s'ils le désirent. Je ne vais pas lire l'ensemble des échanges manquants, bien sûr, mais celui le plus dérangeant, lorsque vous comparez la situation de Mayotte suite au passage du cyclone Chido à celle de Guilherme en 2008, lorsque vous arrivez au pouvoir. Monsieur Simon intervient. S'il vous plaît, je ne peux vous laisser faire cette comparaison. Puis vous demandez, Monsieur le maire, quelle comparaison? Monsieur Simon précise, la situation de Mayotte actuellement est la situation que vous avez trouvée en arrivant. Et enfin, votre réponse, Monsieur le maire. Vous n'avez rien compris, Monsieur Simon. C'était un champ de ruines quand je parle de Mayotte, c'était un champ de ruines quand on est arrivé. Fin de la citation, chacun appréciera. Dans un état d'esprit constructif, nous proposons que l'ensemble des propos tenus soient retranscrits dans le PV et par conséquent que le PV soit reporté, que le vote soit reporté au prochain conseil municipal. Merci. Alors, je me fais l'avocat du diable. La retranscription du secrétariat général sur le PV, comment ça se passe? Enfin, j'écoute l'audio. D'accord. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je n'enlèverai rien, même pas une phrase à ce que j'ai dit, mais vous l'avez déjà retranscrit vous-même parce que vous l'avez mis par parution d'une publication. Moi, je n'enlèverai rien de ce que j'ai dit. Ça fait suite à vos propos toujours provocateurs pour l'endettement. Bon, voilà. Moi, qu'il soit retranscrit intégralement, moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, on peut voter aussi le procès-verbal
en stipulant que soit rajouté en annexe de procès-verbal de ce conseil municipal, soit rajouté à votre demande cette partie-là, mais je propose qu'on avance et qu'on vote aussi le procès-verbal en mettant qu'on rajoute dans le procès-verbal donc de la séance du 17 décembre un passage. Ça nous convient très bien. Bon, merci. Très bien. Donc, on approuve le Conseil, donc il y a unanimité là-dessus. Le secrétaire de la séance plénière, c'était Pierre Hémin. C'est ça? Avant de démarrer le Conseil, aussi, moi j'aurais des propos en préambule, assez longs. Mais pour démarrer, peut-être quelque chose qu'on vient d'apprendre il y a quelques heures, c'est le décès de notre doyenne qui habite Guilher, Madame Yvonne Conque. Yvonne Conque n'était pas seulement la doyenne, mais elle a été aussi, je dirais, une femme laborieuse au sein de cette enceinte, pas ici, dans cette salle-ci, parce que c'était ailleurs, et voire même dans l'ancienne mairie. Yvonne Conque a été adjointe au maire du temps de Ballard, et elle a été aussi conseillère communautaire pour la création de ce qu'on a fêté l'année dernière, les 50 ans de la métropole. Elle faisait partie aussi de l'équipe qui, en tant que conseillère communautaire, de la création de notre communauté roumaine de Brest. Et je pense qu'on peut elle mérite largement qu'on fasse une minute de silence à sa mémoire. Merci. J'adresserai bien sûr à la famille en votre nom, si vous le permettez, toutes plus sincères condoléances pour ce départ, qui me chagrine parce que je la connaissais bien et c'était toujours quelqu'un d'appréciable et qui avait une vision aussi d'avenir pour Guilher très objectif. Premier point, deuxième point, si je peux me permettre de parler après cette minute de silence, c'est de revenir sur un incident, on va appeler ça un incident, qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, qui aura une quinzaine de jours samedi, au stade de foot de Louis Ballard. À un moment du match entre Guilher, la SG, contre une autre équipe, je tairai le nom, où des faits de match ont peut-être énervé certains, sur le stade de foot et d'autres à l'extérieur en tant que spectateurs. Et à un moment, il y a dû avoir des choses désagréables, puisque la gendarmerie a reçu un coup de téléphone, ils ont été appelés, et il y avait des menaces d'agression avec armes. Donc ce sont des choses assez graves, donc les forces, le personnel de gendarmerie s'est déplacé en force pour effectivement voir ce qui se passait. Quand ils sont arrivés, c'était plutôt calmé, même s'ils ont pu constater que, et là je félicite les dirigeants, les bénévoles du club de foot de Guilher, d'avoir mis en confinement des gamins qui étaient là aussi pour regarder le match, venus supporter, et des familles qui ont été mis dans le clubhouse ou dans les vestiaires pour qu'ils soient à l'abri des violences. Mais manifestement, il n'y avait pas de faits relatés, c'est peut-être celui-ci, peut-être celui-là. Non, il y a eu des contrôles d'effectuer. Rien de plus, des contrôles effectués à l'extérieur, se disant peut-être que c'est cela, mais personne, franchement, ne savait. Mais il y avait eu quelque chose, puisque quelqu'un avait appelé quand même la gendarmerie. Donc moi j'ai attendu un petit peu que les choses remontent à mon niveau. Certains élus, pour des raisons personnelles, étaient présents aussi parce qu'ils avaient des gamins qui étaient là, ou des petits-enfants. Et à un moment, j'ai pris contact avec la gendarmerie et on a décidé, et conjointement, mais on a pris la décision ensemble,
j'ai décidé de porter plainte. Pourquoi j'ai porté plainte? Pour savoir un peu plus sur le fond des choses. Et comme vous le savez, on a un système de vidéoprotection au sein de la collectivité, et au stade du Ballard, nous avons des caméras. Et pour pouvoir visionner, il fallait que je porte plainte pour que la gendarmerie puisse visionner, et ainsi que moi, la directrice et deux autres personnes, Gilbert et l'IDP, on est amené à... Mais il faut d'abord avoir fait les choses dans l'ordre en portant plainte. Et là, effectivement, nous avons pu constater que ce n'est pas des petits incidents qui se sont passés ce jour-là. Donc, plainte est déposée, la plainte suivra son cours. Je pense que les gens qui ont, parce que c'est très, très visible sur les caméras, les gens qui ont essayé de manifestement d'en découdre, n'ont pas de leur place du tout au sein d'une enceinte sportive, ni ailleurs d'ailleurs, mais au sein d'une enceinte sportive, certainement pas. Donc j'espère que, d'un côté, il y aura l'enquête amènera à des sanctions derrière, je l'espère, et des sanctions pénales, je l'espère, mais aussi des sanctions sportives. Parce que des gens qui viennent dans des stades de foot, qu'ils soient joueurs, supporters, n'ont pas leur place au sein de ces structures-là. Surtout que c'est pas l'image, au moins que je m'en fais, moi, du sport. Mais il y a bien une tentative avec un objet, c'est pas moi de dire qu'est-ce que c'est, ce sera l'enquête qui le dira, mais d'en découdre. Donc, clairement, j'ai eu raison de porter plainte, mais je répète aussi, bravo aux dirigeants, bravo aux bénévoles, bravo à tous ceux qui sont voulu s'interposer et qui ont mis en confinement nos jeunes, nos plus jeunes, et les familles qui étaient présentes et qui ont eu peur, je pense, à un moment. Voilà, donc c'était le premier point que je voulais dire, parce que ça a été dans la presse, comme quoi il y avait eu de la bagarre sur le terrain. Après, pour les faits de foot, moi je suis pas juge et arbitre, c'est autre chose, mais de là à arriver à ce stade-là, c'est pas bon du tout. Deuxième point que je voulais aborder avec vous en préambule, c'est l'histoire des poubelles. Bon, ça aussi, ça fait la une un peu des réseaux. Bon, il y a eu effectivement une modification des tournées de ramassage. Ça a amené, ça a énervé certains, d'autres ont joué le jeu, et une grande majorité a joué le jeu, mais certains ont profité de ces moments-là pour mettre les poubelles un peu n'importe où, n'importe comment, au pied des bacs, enfin bref, bon. Ça, je le déplore, mais ça s'est rentré dans l'ordre petit à petit. Par contre, effectivement, un point d'achoppement, c'est sur le lotissement Vallon de Guilherme, qui est aujourd'hui propriété privée. C'est un promoteur privé, et le lotissement n'est pas fini, et on a vu ces dernières semaines des dépôts d'ordures, mais inimaginables, de tout. Alors, la métropole, pendant que la construction de lotissement, quand les premières maisons ont été habitées, avait mis des conteneurs extérieurs pour que les gens puissent mettre leurs poubelles, ce qui se fait tout le temps dans tous les lotissements. Sauf que certains en ont profité pour mener ici un frigo, des vieux meubles usagés, des artisans ont profité de déposer des gravats dans des sacs ou pas d'ailleurs, des déchets de chantier. Et bien sûr, quand ça commence, vous savez, la facilité, c'est que tout le monde y passe et puis jette son sac, et là on est arrivé au point de non-retour. Donc ça fait des semaines qu'on surveille ça de très près. On appelle la métropole pour leur dire, moi, venez faire un ramassage. Eux, ils disent, mais oui, mais je veux bien, on veut bien, mais c'est vous qui allez payer. Donc on a appelé bien évidemment le lotisseur qui dit, ouais, mais c'est plus moi, il y a une association syndicale, mais ça on s'en fout. Nous, il faut que ce soit propre, que ce soit l'association syndicale ou vous, promoteurs. Ensuite, effectivement, les choses continuent. Et l'autre jour, donc, un coup de colère, j'ai envoyé des agents. Il suffit d'aller fouiller. Hein, c'est comme tout. Bon, faut mettre les mains dans le cambouis. Et on a trouvé. Ah, je peux vous dire qu'on a trouvé des éléments aussi. On a fait notre enquête nous-mêmes. On n'a pas eu besoin de la gendarmerie. Et on a appelé les gens. Pas forcément des gens du quartier. Des gens de plus loin, beaucoup plus loin, qui venaient baigner leurs affaires sur ce
profité, ils ont dû voir ça sur les réseaux sociaux, ils disent tiens là il y a un endroit, allez on y va. Même des commerçants qui balaient tous leurs déchets, ce qui est scandaleux et inadmissible. Donc le promoteur, il a eu un recommandé, après avoir appelé énième fois, le promoteur effectivement, on lui a mis le recommandant, lui demandant expressément, mise en demeure de nettoyer. Donc c'est en cours. Il y a une grosse partie qui a été dégagée ces jours-ci, et je crois que le promoteur a commencé à nettoyer. Et en espérant que les gens vont être un peu plus citoyens, parce que c'est un mot à la mode, plus citoyens dans leur comportement pour ne pas alimenter, je dirais, ce qui est désagréable, rien pour la vue. Bon, il fait froid, mais imaginez-vous, si on est dans une période plus chaude, des déchets de toutes sortes. Donc, là aussi, je serai intraitable là-dessus. Vous savez que le fait de mettre des poubelles comme ça et de jeter des déchets, c'est pas une amende de 35 € ou de 45 €. Là, ça se situe en milliers d'euros. Et je peux vous dire, quand on a dit à certains que s'ils ramassaient pas leurs poubelles, il y aurait une plainte et là, ils passeraient à la trappe, je peux vous dire que ça a été très, très, très rapide. Au vu des sommes que ça pouvait leur coûter. Voilà ce que je voulais dire aussi pour l'aspect poubelle. Ensuite, oui, je m'excuse, c'est propos liminaires un peu long, mais c'est sur un article de presse qui est paru stipulant que il y avait un contentieux et la ville de Guilherme pour le vélo. Voilà. Relayé par un tract de l'ensemble pour Guilherme que vous avez distribué, que j'ai ici d'ailleurs. Alors le tract, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sur le contentieux vélo à Guilherme. Alors il y avait dans l'article, il y avait toute une liste de villes, pas de la métropole, mais de partout dans le département. L'association Vélo 228, donc vous avez la consonance, vous avez plein de 200 quelque chose, mais toujours pour dans la critique et je dirais un peu extrémiste ou idéologique, dans une idéologie un peu bizarre. Mais bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Qu'est-ce qu'il est, la vérité de tout ça? C'est quoi? C'est pas Guilherme qui est en contentieux. C'est la métropole. C'est pas le vélo n'est pas une compétence guilhermienne, mais je veux pas me défausser. Je sais pas, c'est pas moi, c'est les autres. Non, assumer. Donc la métropole, effectivement, est en contentieux sur plus d'une vingtaine de points dans la métropole qui ont été ciblés par cette association en disant que la loi LOR de 96 et la loi LOM de 2019 n'avaient pas été respectées. En l'occurrence, pour Guilherme, nous avons un point. Et j'aimerais que l'on passe les photos. Le point qui est incriminé, c'est la rue Calmette. Voilà. Pour ceux qui connaissent la rue Calmette, c'est la rue qui est en face du collège Sainte-Marie, qui va du rond-point de Kermingleuse jusque la rue de la Gare, qui fait à peu près 280 mètres de long. Alors j'aimerais qu'on montre un peu plus. Vous voyez les petits... Voilà, regardez cette photo. Effectivement, cette rue-là a été refaite en 2022 parce qu'elle était tout simplement dégradée. Il y avait un gros affaissement, pour ceux qui se souviennent, il y avait un gros affaissement en face de chez... je ne vais pas citer les noms, mais voilà... Voilà. Et donc, on a décidé de la refaire. La métropole, en discussion avec la mairie de Guilherme, a décidé de la refaire. Et effectivement, nous avons abordé le sujet du vélo. Et nous avons fait, mis en place un chaussidou de chaque côté de la voie pour que vous voyez bien les chaussidous, les deux flèches là, un côté, de l'autre côté. Et donc, nous avons mis, effectivement, en place cette chose, ainsi que pour le rond-point, qu'on considère un rond-point à la hollandaise qui donne priorité au vélo sur le rond-point. Et donc, vraiment, ça a été fait dans le sorte où les déplacements doux étaient valorisés. Revenons sur les photos. Regardez le panneau en plus dans le coin. Là, voilà, le panneau, c'est bien marqué. La voiture, il y a un axe central. Quand il y a une voiture qui arrive en face, elle se déporte sur le chaussidou, bien sûr en faisant attention s'il y a un vélo, et revient sur la voie s'il n'y a personne. Voilà, c'est bien expliqué le panneau, c'était déjà expliqué dans la rue de la Gare avant. Bref, quelque chose de traditionnel et qui fonctionne très bien. Mais, malheureusement, manifestement, ça ne convient pas à cette association. Donc, moi,
C'est la métropole aujourd'hui qui discute avec cette association. Alors, je crois que c'est amiable pour l'instant. Après, on verra bien. Si ça va plus loin, ça ira en justice. Pourquoi avons-nous choisi ça? Ce que reproche l'association, c'est qu'on n'ait pas fait une voie cyclable dédiée au vélo. Vous avez 12 places dans le bas de stationnement et vous avez 23 places de stationnement dans le haut, tout ça sur 280 mètres. Et vous avez toutes les entrées des maisons que l'on voit là qui donnent. Je pense que les gens qui habitent ce quartier-là, si on leur dit demain, parce que si on fait une voie, ça veut dire il faut qu'ils trouvent pour rentrer chez eux, ils pourront plus se garer. Alors, on aurait été obligé de mettre la voie en sens unique, de faire une voie cyclable dédiée. Ça aurait emmerdé tout le monde dans le quartier. Il y aurait eu des voitures, je ne sais pas où elles seraient garées, dans les autorités de la rue Marie Curie, dans les quartiers à côté. Voilà. On a trouvé une solution qui fonctionne très bien, mais ça ne convient pas. Et des gens qui sont, bien évidemment, qui ne sont pas de divers, ce sont des gens, de toute façon, par principe, il faut attaquer, puisque la loi, c'est la loi. Ok, la loi, c'est la loi, mais la loi ne peut rendre un peu intelligent des fois, avec du bon sens et du pragmatisme. Mais moi, le pire, c'est que de relayer ça dans une feuille de chou qu'on distribue en tant que tract, en disant, il y a un contentieux à Guilherme. D'abord, il faut tenir la véracité des propos, et les gens de ces quartiers-là seraient heureux que demain, effectivement, certaines personnes remettraient en une voie cyclable et empêcheraient certains de stationner ou de rentrer chez eux. Ben, voilà. Je le dis, mais ça me dérange. Alors, sur le tract en lui-même, je vais dire que on est au mois de février. Je sais que la campagne électorale ne va pas tarder à démarrer. Je ne pensais pas qu'elle aurait démarré si tôt. Mais je vais le dire ici au sein pour que tout le monde entende bien. Les propos diffamatoires qui sont faits dans ce tract-là, les attaques personnelles liées dans ce tract, n'ont pas cours aujourd'hui dans une campagne électorale que je considère un combat d'idées, une proposition de visions différentes, certainement, de la vie d'une collectivité. On n'a certainement pas les mêmes visions des choses, mais de là, au premier tract que vous sortez, faire des propos diffamatoires, des attaques personnelles, c'est pas comme ça que je le conçois. Si ça démarre comme ça, ben, je souhaite, ça va certainement, on va changer de braquet aussi, nous, sur le vélo. Mais je demande à ce qu'il y ait un respect total des personnes et des gens pendant cette campagne. Qu'elle démarre maintenant, cela ne me regarde pas. Mais il y aura certainement un débat d'idées, un débat de vision, je le répète, mais pas de cette manière-là. Voilà ce que je voulais dire dans mes propos. Déjà, pour ne pas être trop long, parce que j'ai déjà été assez long là maintenant en propos liminaires, mais on refera un point en questions diverses sur une présentation des dossiers que Michel nous présentera, mais en fin de conseil, sur la cantine scolaire, la chaufferie à bois et quelque chose que on est venu nous présenter ce matin, le projet d'échange multimodal qui va démarrer, mais il y a déjà des choses qui vont se passer très prochainement, et je préfère aujourd'hui faire la communication, et donc on aura quelques petits plans, quelques petits slides pour présenter ce qui va ressortir de ce projet. Voilà ce que je voulais dire en début de conseil sur tous ces points, pour rectifier certaines vérités, et surtout pour apaiser les choses, en étant ferme quand même sur certains points, et notamment en ce qui est matière de délinquance ou matière de salubrité publique. Je ne lâcherai pas là-dessus. Voilà, les choses sont dites. Je donne la parole tout de suite à... Oui. Je voudrais rajouter sur les... Oui, mettez le micro, ouais, pour autrement c'est pas... Je voudrais rajouter sur les campagnes précédentes, pour la citer, c'était Pascal Mahé, qui avait dit que toutes les campagnes, il y avait un débat d'idées, mais il n'y avait aucune attaque personnelle. On respectait les gens. Donc ça, c'est une chose que j'avais retenue, et je pense que ça l'a été fait. C'est ma quatrième, ça sera la quatrième campagne, et il n'y a jamais eu de souci avant. Je ne vois pas pourquoi maintenant que ça commencerait. La génération a changé, mais c'est pas pour cela qu'il faut pas respecter les gens.
Voilà. Alors, je vous conseille simplement de relire vos écrits de la dernière campagne électorale et vous verrez bien. Le respect, comme vous dites, n'était pas à l'ordre du jour de certains de vos écrits. Monsieur Simon, d'abord, c'est moi qui donne la parole. J'ai donné la parole à l'un. Vous avez pris, c'est le règlement du conseil municipal. Et que vous disiez ça, vous, j'en dis pas plus. Allez, on passe à l'heure du jour. Je donne la parole. Ah, pardon. Oui, monsieur Jacopin. Juste une réponse à vos propos liminaires. Bon, je suis tout à fait d'accord sur le fait que vous ayez porté plainte pour l'affaire du stade de foot, premièrement. Que la lumière soit faite et que les sanctions soient apportées. Ensuite, également sur les déchets. Et j'abonderai dans le sens où, depuis quelques semaines, quelques mois, le ramassage des ordures est fait par quinzaine. Oui. Et que ça entraîne aussi, l'utilisation des dépôts par les guilériens et les guilériennes qui souvent débordent. Donc il y aurait peut-être quelque chose à faire ou à réclamer de la métropole sur ce sujet. Et enfin, sur le dernier sujet sur le vélo, effectivement, on ne voit pas vraiment l'attaque personnelle. Il n'y a pas d'attaque personnelle, on nomme personne. Ah ben, donc je ne vois pas trop le sujet. Bon, allez, on ne va pas polémiquer, ce n'est pas du tout sur le vélo. Sur le vélo, c'était tout simplement la véracité des propos. Quand on relaye quelque chose qui est mis dans la presse, il faut savoir de quoi l'on parle. Aujourd'hui, dire que Guilher était en contentieux, c'est pas Guilher qui est en contentieux, c'est la métropole. Les services de la métropole sont équipés de services juridiques et ils sont en train de répondre à cette association-là. Quand on peut le faire, moi je respecte toujours. Demain, on a un gros projet, mais par la métropole, de faire du Quasar-Pénoc jusqu'au collège, de réaménager les routes. Mon souhait, c'est de faire effectivement une voie cyclable pour diminuer la vitesse, pour améliorer. C'est ce qu'on a demandé de faire comme projet. Ça coûte beaucoup d'argent. Il nous faudra plusieurs années de nos fonds de proximité. Mais c'est le souhait aussi, parce que je ne suis pas du tout anti-vélo. Je suis aussi pour la sécurité de nos gamins, pour la sécurité et pour développer les déplacements doux. Mais voilà, quand on fait quelque chose de bien, j'aimerais qu'on soit reconnu. Et là, tout le monde reconnaît que c'est quelque chose de bien. Et quand on relaie quelque chose sur un train, je trouve que c'est... Allez, j'ai pas dit, c'est pas ce propos-là que je dis que c'est diffamatoire. Mais je dis, il faut vérifier la véracité. Et je préfère dire, parce que tout le monde dit, ah ouais, il y a un problème, comme ça, au conseil municipal. Et ça sera aussi dans le procès-verbal bien noté. Voilà. Donc, je rappelle aussi au début de séance que tous ceux qui font partie, quand il y aura des votes tout à l'heure, attention, vous devez vous déporter si vous êtes concerné. Bon, a priori pas, mais des fois on peut oublier si vous êtes concerné par tel ou tel conflit d'intérêts avec telle ou telle délibération. Voilà. En l'absence de Anne Carreau, c'est Michel Cadour qui va faire le compte-rendu de la délégation générale du conseil municipal au maire. Donc, on va démarrer par les prestations des assurances. Donc, le lot numéro 1, dommages aux biens et risques annexes. Passation d'un marché public avec la société Groupama de Rennes. Montant du marché, 81 406,80 €. TTC, révisable au taux de 2073 € TTC par mètre carré de surface développée. 2 €, ouais. Pardon. Michel lui fait peur. Ouais. C'est toi le financier. 2,073 €, excusez-moi. Donc le lot numéro 3, flotte automobile et risques annexes. Passation d'un marché public avec la société MMA à Compiègne. Montant du marché, 17 352 € TTC. La date de prise d'effet de ces deux marchés est fixée au 1er janvier 2025. Durée des marchés, 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028. Donc on passe au point numéro 2, 2024-26. Travaux de restructuration de la cantine scolaire Châteaubriand. Passation d'un marché public pour le lot numéro 1. Démolition, désamiantage avec la société Kerleroux de Milizac.
pour un montant de 42 334 € hors taxe. Voilà. Merci. Il n'y a pas de vote. Hein, c'était juste pour vous dire tout ce qui était passé depuis le dernier conseil municipal. Par contre, voilà, maintenant, on va attaquer le débat d'orientation budgétaire. Je demande, puisque ça a été développé en commission plénière très largement, de faire peut-être un raccourci, sauf si vous demandez à ce que vous revoyiez tout dans l'intégralité. Vous avez eu le temps d'analyser ce qui vous avait été présenté. Alors voilà, je vous propose de faire plus synthétique. Michel. Je vais déjà lire la fiche. Débat d'orientation donc budgétaire 2025. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et D 2312-3, vu l'article 107 de la loi 2015-991 en date du 7 août 2015, dit loi NOTRe, considérant l'obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d'organiser un débat d'orientation budgétaire dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget, considérant que le débat d'orientation budgétaire doit s'appuyer sur un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette, considérant que conformément au règlement intérieur du conseil municipal pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers en mairie ou par voie dématérialisée 5 jours avant la séance des données synthétiques sur la situation financière de la commune contenant notamment des éléments d'analyse rétrospective et prospective. Considérant que ce rapport annexé à la présente délibération doit donner lieu à un débat et faire l'objet d'un vote, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire. Ok, donc il y avait eu des questions qui avaient été posées, mais qui avaient eu une réponse par François Leroy. Oui. Hein, et puis par mail. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous voulez revenir sur certains points, voilà. Je lance le débat, puisqu'on est bien sur un débat d'orientation budgétaire. Oui, Jacopin. C'est bon. Oui, merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, la lecture du rapport d'orientation budgétaire montre qu'en fonctionnement, les charges générales demeurent à un niveau élevé, difficile de les maîtriser et de les prévoir. De même, le chapitre 12 sur les frais de personnel se contracte et offre peu de manœuvres. Le recrutement d'un policier municipal, pourtant voté le 17 décembre 2020, est compromis sur ce mandat. Les charges de fonctionnement sont prévues en hausse de 3% sur les 3 prochaines années, tandis que les recettes stagnent en 2025 et augmentent de 2% en prévision en 2026-27, malgré une hausse de 3% en moyenne du chapitre impôts et taxes. Attention donc à l'effet ciseau si de nouveaux événements venaient à augmenter les charges et que les coupes budgétaires de l'État, les subventions sollicitées partiellement acquises, venaient impacter les prévisions de recettes. L'épargne brute, principal indicateur de l'état de santé d'une commune, est prévue à la baisse, passant de 1,1 million en 2024 à 876 000 en 2025, 830 puis 808. Ces baisses pourraient être plus significatives suivant les scénarios. Concernant la section d'investissement, notons pour commencer que les dépenses réalisées en 2024 représentent la moitié seulement des prévisions. Dans la ligne de notre abstention au précédent conseil municipal sur la modification des AP, que penser des budgets alloués aux différents projets? Seront-ils exécutés pour moitié également? Reparlons des AP, parce que j'ai cru entendre que ça questionnait. Pour être tout à fait clair, nous sommes sans ambiguïté pour la réalisation des projets, puisque nous avons voté la création des AP, sauf celle qui concerne la cantine Chateaubriand, puisque nous n'étions pas encore élus. Notre abstention s'est portée sur les modifications successives, les glissements de crédit et l'absence de transparence, puisque les projets nous sont rarement présentés. Nous sommes à nouveau atterrés de constater que les chiffres présentés dans ce ROP diffèrent encore de ceux, pourtant récents, présentés il y a seulement 6 semaines au conseil municipal de décembre. La salle de tennis, montant de l'AP en décembre 2024, 500 000 €, montant des dépenses cumulées 2024, 25, 26 prévues au ROB, 1 407 000, dont 1,2 million en 2026.
Extension de la mairie, montant de l'AP en décembre 2024, 400 000, en crédit de paiement 24, 25, 26. Au ROB, 2880 € d'études réalisées en 2024. Point. Que faut-il en conclure? En quoi consiste cette étude d'ailleurs? Cantine Chateaubriand, montant de l'AP en décembre 2024, 250 000, 55 en CP 2024, 195 000 € en CP 2025, montant présenté au ROB, quasiment 20 000 € en 2024 et 352 000 € en 2025, soit 371 000. Et enfin, l'AP rénovation énergétique, montant des crédits 2024, 25, 26 en décembre 2024, 1 695 000, et montant présenté au ROB, 1 087 000. Qu'est-il d'ailleurs prévu en 2025 à hauteur des 700 000 € présentés? Donc, globalement, peut-on se satisfaire de tels changements en moins de 2 mois d'intervalle, sans explication ni présentation initiale des projets ni de leur évolution? Je ne pense pas. Cela pose aussi question quant à la sincérité des chiffres. Enfin, on notera que le report de déficit de l'année passée, ajouté au remboursement du capital de la dette, représente 31% du budget d'investissement 2025, ce qui met de fait la section sous pression. Si on y ajoute le montant des AP, cela a pour effet de rogner sérieusement le budget alloué aux opérations d'équipement hors AP, comme les travaux d'amélioration du cadre de vie, par exemple. Quant aux recettes d'investissement, les subventions restent par nature incertaines et le recours à l'emprunt paraît en effet indispensable à la réalisation des objectifs, mais renforce la pression sur les années à venir dans un contexte incertain. Et malgré des ratios rassurants présentés, nous ne sommes pas pour autant rassurés sur la soutenabilité et la réalisation des projets. En conclusion, nous prenons acte de ce ROB. Quant à un débat sur les orientations budgétaires de la commune, nous l'attendons. Merci. Autre question ou intervention? D'abord, moi, je vais répondre brièvement. La sincérité de, vous l'avez dit, hein, vous êtes en cause. Je voulais remercier là une personne qui est à ma gauche, enfin les services globalement, mais une personne qui est à ma gauche, en l'occurrence François Leroux. Je le remercie, mais à travers lui, je félicite tous les gens qui sont dans les services, que ce soit dans notre commune ou dans toutes les communes, qui ont eu à préparer le débat d'orientation budgétaire et qui préparent les budgets. Parce que faut être costaud aujourd'hui de préparer un budget ou donner des orientations quand le pays lui-même ne sait pas où il va. Bon, après, chacun, on n'est pas encore, on doit avoir un budget normalement qui doit passer, et on espère qu'il va passer, qu'il n'y aura pas de motion et que ce ne sera pas retenu les censures. Mais ça ne nous donne pas forcément plus de lisibilité parce qu'aujourd'hui c'est un budget qui est fait pour faire plaisir à certains partis politiques, surtout pour qu'ils ne censurent pas, donc on n'avance pas et on n'avance plus. Et nous, dans notre collectivité, il y avait un projet Barnier il y a quelques semaines, aujourd'hui on a un projet Bérou, pour avoir participé au débat d'orientation budgétaire de la métropole. C'était aussi le flou le plus total. Et les services s'arrachent les cheveux. Et je félicite François parce que François, tous les jours, il revoyait sa copie en disant comment on fait. Voilà, oui. Sauf que il fait avec les éléments qu'on lui donne, qu'il va chercher, et il essaye de faire un rapport avec tout ça. Et oui, les perspectives sont plutôt plus floues que vraiment intéressantes et avec des perspectives d'avenir. Malheureusement, on va être obligé de faire avec encore pendant de nombreuses années. La sincérité des comptes, qui est le menteur dans tout ça? On a contribué pour 2,8 millions pour le redressement des finances de la France pour annuler l'endettement. Qui c'est les menteurs? On a 3 300 milliards de dettes. Alors que quand on a pris on n'était même pas encore à 1 000 milliards.
Et on nous demande, on nous dit, les collectivités font le dos rond, puisque nous, on est obligé d'avoir des budgets à l'équilibre. Bon, le budget, il va être présenté dans quelques semaines, qui va être découlé de ce qu'on vous présente aujourd'hui, en espérant qu'on n'ait pas de surprise. Vous dites qu'on ne présente pas les dossiers. Qu'est-ce que je venais de vous dire tout à l'heure? Qu'on va présenter les dossiers aujourd'hui, qui se finalisent. Il y a encore des choses qui sont à... Il y a des mises au point, il y a des appels d'offres, il y a un appel d'offres en cours pour savoir combien il va nous coûter effectivement la chaufferie. Là, on sait qu'aujourd'hui, la cantine, combien elle va nous... Et on est en dessous des estimations. On est en dessous des estimations, heureusement. Ouais. Donc on essaye toujours de faire des économies, de regarder. Et je suis désolé, mais on ne fait pas ça à la légère. C'est des journées de travail harassantes. Et je remercie encore les services financiers de la collectivité et à travers les services François, qui lui manage tout ça et qui, j'avoue, n'a pas eu la partie facile ces dernières semaines à mener ça. Donc merci François. Et moi, je suis on est dans la sincérité des chiffres. Ah oui, on va faire appel à l'emprunt. Oui, il y aura de la fiscalité certainement un peu. Mais pour tout simplement ne pas avoir l'effet ciseau, puisque vous l'évoquiez, mais c'est toujours notre état d'esprit. Sauf que quand on a l'électricité qui augmente, multiplié par 2,5, quand on a nos primes d'assurance, on a été obligé d'aller les chercher, les compagnies d'assurance, pour nous assurer, mais ce n'est pas le même tarif. Quand on a taxe sur la consommation d'électricité, voilà, qui devait nous tomber dans les trucs et qui en fait ne tombe pas. Mais sur 2 ou 3 points, il y a déjà 200 000 euros. 200 000 euros dans notre résultat, c'est tout de suite énorme. Mais ce sont des chiffres que moi je ne peux pas maîtriser puisqu'ils ne dépendent pas de nous. Et on est bien obligé de faire avec. Et quand il y a eu la revalorisation salariale, personne n'a levé le doigt ici pour dire « Ah mais il ne faut pas faire ». Non, je considère que si on doit faire évoluer l'indice, écoutez, on le fait. On a toujours respecté le personnel dans la fonction publique. Eh ben oui, c'est un poste qui coûte, qui représente, on va arrondir 50%, mais c'est un poste qui pèse très lourd. Mais on peut diminuer quand on est 3000 autour d'une table. Vous pouvez diminuer des gens dans les services, mais quand on est 65, si vous enlevez un dans les services, il ne reste plus qu'un, parce qu'ils sont 2. Si on enlève dans les écoles nos agents, c'est pas possible. On est déjà à flux tendu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans des collectivités où notre dimension nous permet de fonctionner, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit toujours à regarder. Et donc là, on nous demande ça serait bien qu'on embauche là, non. On voudrait faire ceci, non. Parce que voilà, on essaye comme tout bon père de famille, on essaye de gérer les finances de notre collectivité, comme un ménage le fait pour joindre les 2 bouts à la fin du mois. Voilà. Et c'est comme ça qu'on le présente, ce DOP. Et c'est comme ça que je le vois, même si je sais que c'est pas facile et que on n'est pas les seuls à regarder comment on va finir l'année. Et l'année est encore très longue au niveau politique. Voilà. Oui. Permettez-moi d'insister quand même sur le fait qu'on n'a pas vu les plans d'aménagement de l'école Chateaubriand et qu'on n'a pas vu les plans de l'agrandissement de tennis. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va les voir. Là. Oui, bon, on aurait aimé les voir en plénière, par exemple. La semaine dernière. Et là, je vous les présente aujourd'hui, puisque on a eu les éléments, les derniers éléments. Il y a eu encore des réunions techniques. Il y a quoi? Il y a 8 jours. Même hier, mardi, on était encore en réunion technique à la cantine. C'est vraiment très technique. Et puis, en plus, avec les délais qu'on a pour la mise en œuvre des produits et de la rénovation, il faut qu'on fasse attention à chaque... c'est pour ça qu'on a tardé pour vous les présenter. Bon. Juste
que j'avais posée dans mon intervention sur l'extension de la mairie. Qu'est-ce qu'il faut conclure du fait que sont inscrits seulement les 2800 € d'études réalisées en 2024 et à quoi a conclu cette étude? Je ne vous comprends pas. Vous nous donnez un aspect négatif, attention, faut être prudent parce que c'est très l'endettement, le machin. Et après, vous dites, mais on ne comprend pas. Mais quand on a démarré, on démarre, on fait des études et on regarde. Aujourd'hui, ça nous a coûté 2800, je ne sais pas quoi, ça correspond les 2800. On a profité d'avoir les études de sol. Pardon, excusez-moi. On a profité d'avoir les études de sol pour la chaufferie et on a rajouté justement l'agrandissement des bureaux de la mairie. Parce qu'il fallait en même temps voir comment était le sol du projet qu'on avait. Mais c'est un projet qui, moi, de toute façon, devra voir le jour. Mais aujourd'hui, c'est une AP en autorisation de programme. On démarre et après, on va la faire glisser dans le temps. Et quand les moyens, vraiment, on aura les moyens, quand on aura fait la cantine, on ira sur d'autres projets. Et c'est comme ça que la machine tourne. Mais avant, il faut d'abord analyser. C'est comme ça. Nous, on fonctionne comme ça, mais a priori, vous avez une autre manière de voir les choses. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, Mathieu. Alors, pour revenir quand même à ce qui a été dit par la minorité, le vote était bien des AP, pas des glissements. Donc vous êtes abstenu sur le vote du budget. Non, sur des vous avez défendu le défense en disant que c'était un glissement, mais c'était ça le débat, sauf qu'à un moment donné, vous êtes quand même abstenu sur un vote du budget. Donc vous êtes abstenu sur le vote du budget, que l'avenant pour ouvrir les comptes. Après le débat, c'est ça. Faut bien regarder l'intitulé. À chaque fois, M. Simon nous dit regardez bien l'intitulé du truc. Regardez bien l'intitulé pour lequel vous êtes abstenu. Modification des AP. Donc il n'y a pas de glissement dans le titre. C'est votre résumé, c'est votre analyse. Mais le vote, c'est la modification du budget. Donc je tenais à quand même à préciser ça. Qui dit glissement, dit pas forcément que ça sera pas fait. Non. Non, voilà. Donc à un moment donné, est-ce que vous connaissez un dossier qu'on a monté et qu'on n'a pas fait? Il peut y avoir un glissement comme vous. À un moment donné, dans votre foyer, vous avez des idées demain d'investissement et vous le faites soit à 1 an, soit à 2 ans, soit à 3 ans. Mais à un moment donné, vous ouvrez le budget. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Typiquement sur la mairie, il y a les 400 000 €. Il y a les études en 2024-2008 et après. Plus rien. Donc ça veut dire que le projet est bien en stand-by. Oui, voilà. Si vous prenez ça, si vous traduisez comme ça, c'est en stand-by, voilà, c'est tout. Simplement. Mais on le garde toujours ouvert. Sauf si on décide demain, tout qu'on fait, on ne le fait pas et on annulera. C'est fait pour ça, les AP. Ça n'existait pas il y a 10 ans, ou un peu plus. Et maintenant, ça existe. On profite, tout le monde nous met des autorisations de programme. Et je vois, on n'est pas les seuls, les gens préparent. Il faut comme nous, ils regardent, qu'est-ce qui serait bon, combien que ça peut évaluer. Bon, voilà, ils mettent un peu de sous dessus en disant, tiens, tac. Puis après, on fait. On fait pas, on annule et puis on met le budget sur autre chose. Mais voilà. Non, je vois pas, ouais. Donc, moi, je comprends pas que vous focalisiez là-dessus. Je trouve que c'est une... Ton micro... Ok. Vous comprenez bien qu'on n'est pas au bureau du conseil municipal et qu'on cherche à avoir des éclaircissements. Ah oui, non mais... Ok, d'accord. C'est juste le sujet, en fait. Voilà. Pas besoin de dire qu'on balance des trucs ici. Pas de problème. Ok, d'autres questions? Bon. Merci, monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire est une obligation légale, notamment pour les communes de notre taille. En 2015, la loi NOTRe enrichit le débat par un support présenté au conseil municipal qui s'appelle le ROB, rapport d'orientation budgétaire. On comprend bien l'intention du législateur. L'objectif est d'améliorer les rouages démocratiques et de gagner en transparence lors des instances délibératives des collectivités en mettant en lumière les ambitions des exécutifs en termes de projets de finances. D'où nos questions. Et vos réponses. Aguilère, depuis quelques années maintenant, le ROB a gagné en qualité et nous tenons à en remercier les services. Le contexte, des éléments de rétrospective et les intentions budgétaires sont présentés. Cependant, l'utilisation que la majorité en fait nous surprend toujours après 5 années de mandat. La mise à disposition du rapport, tout d'abord. Les conseillers municipaux l'ont reçu la veille de la commission. Ainsi, la plupart des conseillers découvrent un document technique et complexe au moment de sa lecture en commission. Vous êtes d'accord ?
lecture faite par les services. Nous, minorités, parvenons parfois à relever à la volée un élément intrigant. Le bureau de la majorité se contentant d'y répondre. Point. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Je rappelle au passage que d'après le règlement intérieur, les commissions ont vocation à examiner les affaires qui leur sont soumises, très bien, émettre de simples avis ou formuler des propositions. Vous en conviendrez, difficile dans ces circonstances de formuler des propositions. En gros, en commission, point d'abord de débat. De plus, puisque l'intention du législateur est d'apporter de la transparence à la vie publique, peut-être que la présentation des projets pourrait se faire à cette occasion. Et ce, dès la commission, qui se réunit pour le DOB. Je rappelle que les projets de restructuration, ça l'a été dit, du restaurant scolaire ou d'extension, rénovation de la salle de tennis n'ont toujours pas été présentés au conseil municipal. Ce qui sera fait visiblement. Bon. Nous ne savons en tout cas toujours pas pourquoi nous votons. Bref, est-ce que la loi est respectée? Oui, nous ne le nions pas. En revanche, est-ce que l'esprit de la loi est respecté? Désolé, mais nous en doutons fortement. Donc nous proposons que pour toutes les questions qui amènent le débat, notamment budgétaires, et ce jusqu'à la fin du mandat, les documents préparatoires sont transmis aux conseillères et conseillers 5 jours ouvrés avant la tenue des commissions concernées. D'autre part, nous vous demandons d'anticiper la présentation des projets en commission sans que les conseillers aient à en faire la demande. Merci. Bon. Moi, bon, je sais même pas. Ouais, je sais même pas si je dois répondre. Non. On aura beau faire les choses très bien, de toute façon, on le sait que ça sera pas bien. Votre discours, on n'a plus besoin de le comprendre. On sait de quoi il en retourne. Malheureusement, on va vivre une année où on va avoir monté crescendo ce genre de comportement. Nous, on est là. Moi, je suis là pour travailler pour la collectivité, pas pour faire de... S'il vous plaît. Moi, je suis là pour travailler pour la collectivité. On essaye de faire les choses autant que faire se peut, du mieux de ce que l'on pense, de ce que l'on peut. Et c'est la chose qui nous intéresse, c'est de développer suivant notre mission qui nous a été confiée en mars 2020. C'est pas à vous qu'on a confié les choses en mars 2020, c'est à nous. Et moi, cette démocratie participative qui consiste à dire c'est nous qui allons décider à votre place alors que vous n'êtes pas été élu, je suis désolé. Mais moi aussi, il y a une démocratie dans ce pays. Et à faire et avoir des discours souvent proches de gens des extrêmes me conviennent pas du tout, et vouloir tout remettre en cause, en permanence, que les choses ne sont pas assez transparentes. Moi, vous voyez, j'ai des adjoints là, je sais pas, on sent une société qui devient de plus en plus énervée. On parlait de la chaudière l'autre jour, on a encore eu un mail tout à l'heure dans l'après-midi qui fait d'ici à la Lune pour parler de la chaudière en disant que la chaudière bois n'était pas bonne, qu'il fallait retourner au charbon. Au charbon, pas au travail, hein, mais au charbon, la houille, quoi. Donc, je dis, quand on a des gens, et on est obligé de garder son sang-froid quand on entend ça, mais sur plein de sujets, des fois... couper les arbres, tout simplement, ne pas les couper. Voilà, mais on vit aujourd'hui une société où tout le monde veut s'occuper des affaires des autres, et en s'occupant des affaires des autres, aujourd'hui on n'avance plus, et c'est ce qui se passe dans ce pays, c'est à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, eh ben on n'avance plus. Bon, voilà, je résume peut-être d'une manière généraliste mon propos, mais j'ai un peu d'expérience dans cette vie municipale pour ne pas me laisser endormir par des petites
conte de fées qui pourrait intéresser certains, qui intéresse certains, mais surtout pas moi. Et je pense une bonne partie de mes collègues au sein de cette enceinte. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est ma réponse. Si ça vous convient pas, ce sera exactement la même chose. Mais par contre, je crains dans l'année qu'on va vivre, aussi au sein de cette structure, de notre structure, mais aussi au niveau national, que ça peut avoir à générer et qu'on peut très vite déraper sur certaines choses, malheureusement. Oui. Monsieur Garçon. Deux choses par rapport à ce que vous avez dit. Tout d'abord, au sujet du participatif, on ne demande pas à faire du participatif. On a abandonné l'idée depuis le début du mandat, on a bien compris. Hein. On demande juste à être informé. Un petit peu plus. C'est notre seule demande. Là, vous déformez complètement ce qu'on dit. Enfin, je dirais pas comme d'habitude, même si je le pense. Non. C'est dit, trop tard. Bon. Ensuite, vous parlez de discours proches des extrêmes. Vous parlez de nos discours à nous, monsieur le maire? Discours proches des extrêmes. C'est de nos discours dont vous parlez? Et vous avez soutenu les... Je pense, enfin, moi... Soutenu quoi? Pendant les élections législatives là? Nous avons soutenu quoi? Vous avez soutenu... Nous avons soutenu qui, quoi? Allez-y, dites. Votre parti a soutenu, a appelé à vous soutenir... Quel parti? On n'a pas de parti. Ah bon? De quoi vous parlez? Mais soyez clair, parce que ça, ce sont des propos diffamants. En revanche... Ah, ça y est, on va attaquer comme le calan avec un machin facieux... Ça, ce sont des propos diffamants. Je vous propose une définition de propos diffamants, de discours diffamants. Propos qui portent des allégations fausses ou mensongères. Je vous mets au défi, monsieur le maire, je vous mets au défi de citer un élément de ce fameux tract-là dont vous parlez, qui tient des propos diffamants. Je vous mets au défi. Vous verrez bien. En revanche, ce que vous dites vous est diffamant. Vous verrez bien. En revanche, ce que vous dites vous est diffamant. Ouais. Et on pourrait revenir sur des choses écrites dans le livre. Mais la mag, ça a été écrit. Des choses dites dans ce conseil municipal en début de mandat. On s'en souvient tous. Allez, vous souhaitez on mettre va clore le débat. Déjà. C'est pas parce que je le mets en touche, c'est parce que j'ai plus envie de vous écouter tellement vous êtes. Là, c'est vrai, je vous avoue, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner, ni la même vision des choses, et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra se battre pour les futures campagnes municipales, parce que là, on a une vision complètement... Enfin bref. Je suis un peu rassuré. Ça va être le débat de cette... Je suis quand même pas un peu rassuré à avoir la tête de vos conseillers municipaux qui sont désolés de vos propos. Même, voyez, là-dessus, vous pouvez vous tromper, vous voyez. Manifestement, on n'a pas la même vision des choses. Allez, on continue. Ouais, on continue. Donc, le débat d'orientation budgétaire, il y a un vote pour dire qu'on prend acte. Alors, voilà, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Donc, unanimité, donc tout le monde a pris acte du débat d'orientation budgétaire. Merci. Je donne la parole à Anne-Sophie pour le point suivant sur la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Alors, 2025, bien sûr. Le restaurant scolaire de l'école publique Châteaubriand accueille chaque jour environ 200 élèves. Il héberge également la cuisine Santel qui prépare les repas pour les 2 écoles publiques de la commune, soit un total d'environ 400 repas quotidiennement. Cependant, les installations actuelles sont vétustes et ne répondent plus totalement aux exigences actuelles en termes de normes de sécurité, d'hygiène et d'ergonomie. Le projet de restructuration vise à moderniser l'ensemble du site et à répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. Les différents objectifs de ce projet de restructuration se déclinent comme suit. Amélioration de l'accueil des élèves, aménagement d'un self-service pour une meilleure gestion du flux des élèves et une réduction des temps d'attente tout en offrant davantage d'autonomie. Repenser l'agencement de la salle de restauration, le traitement des sols et des plafonds afin d'améliorer l'acoustique et créer un environnement plus agréable et calme pendant les repas, notamment pour les plus jeunes.
Deuxièmement, amélioration des conditions de travail du personnel. La restructuration inclut la mise en place de vestiaires pour les équipes de cuisine et du personnel encadrant, répondant ainsi aux besoins de confort et d'hygiène. Révision de l'agencement de la cuisine et remplacement des équipements vieillissants dans le but d'améliorer le confort et la fluidité de travail, ainsi que la sécurité des intervenants. La cuisine centrale sera ainsi mieux organisée pour la préparation des repas tout en répondant aux normes sanitaires strictes. Troisièmement, mise en conformité avec les normes actuelles, les travaux envisagés permettront de répondre à toutes les normes en vigueur, tant en matière de sécurité incendie que d'accessibilité ou d'hygiène. Une attention particulière sera portée à la mise en place d'équipements modernes et fonctionnels respectueux des normes environnementales et énergétiques actuelles. Élaboré en concertation avec les principaux utilisateurs, notamment l'équipe de cuisine et le personnel encadrant, ce projet a été confié à la société IDEA, Brest, qui en assure la maîtrise d'œuvre. Le coût de cette opération de restructuration et d'aménagement du restaurant scolaire et de la cuisine centrale est estimé à 310 000 € hors taxes, honoraires et frais annexes compris. Le planning prévisionnel des travaux est le suivant. Démarrage des travaux mars 2025, fin des travaux août 2025. Pour mener à bien ces travaux, il est envisagé de solliciter l'aide de l'État au titre de l'attribution de la dotation d'équipement des territoires ruraux, programme 2025, à hauteur de 30% du coût des travaux, soit 93 000 €. La commune est susceptible d'être éligible à l'octroi de cette dotation dans la catégorie des opérations relevant d'une priorité numéro 1. Ce financement viendra compléter les fonds propres de la commune pour mener à bien ce projet. Le plan de financement de cette opération exprimé en euros hors taxes est présenté dans le tableau qui vous a été présenté en commission. Je ne refais pas le détail. Les crédits nécessaires à la réalisation de l'opération seront inscrits au budget primitif 2025. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de travaux présenté ci-dessus, de valider le plan de financement prévisionnel présenté, d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la DETR programme 2025, ainsi que toute autre subvention susceptible d'être accordée pour la réalisation de ces travaux. Bien, merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis favorable à l'unanimité. Pris par surprise, hein, Pierre. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier de demande de subvention? Oui. Qui c'est qui demande? Ah, monsieur Clé. Alors ce dossier n'est pas nouveau puisque le conseil municipal à l'unanimité avait voté favorablement le 6 février 2020 avec une enveloppe budgétaire prévue de 567 540 €. Donc c'était en 2020, un mois avant les élections. Ensuite, je vous fais grâce du calendrier, des modifications, je dirais, du planning qui glisse, jusqu'en mars 2023, où là on a une modification de l'autorisation de programme, avec donc une explication. On nous donne une explication, l'abandon du scramble pour passage donc à un self, et avec un passage donc de l'enveloppe budgétaire de 567 540 € à 200 000 €, avec une réalisation prévue en 2023. Vu la baisse de l'enveloppe et en absence d'explications cohérentes, nous nous sommes abstenus sur ce vote. On avait demandé des explications et notamment d'avoir une présentation du projet. On nous avait répondu, pour l'instant, il n'y a pas de projet défini. Un an après, mars 2024, cette fois-ci, l'autorisation de programme passe de 200 à 250 000 € et avec, cette fois-ci encore, la promesse d'une réalisation en 2024. Là encore, nous nous sommes abstenus. Décembre 2024, donc 6 mois après, toujours une AP de 250 000 € avec donc les crédits de paiement de 55 000 pour 2025 et 195 000 pour 2024 et 195 000 pour 2025. Nous sommes aujourd'hui en février 2025 et on nous demande donc d'approuver les travaux, de valider le plan de financement et la demande de subvention. Il n'y a plus de référence à l'autorisation de programme. Pourtant, sauf si on se trompe, une autorisation de programme demeure valable sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé soit à son annulation, sachant que celle-ci peut être revisée chaque année, ce qui a été, je dirais, en partie le cas. Donc l'AP en cours de ce projet est de 250 000 € et on nous présente un plan de financement de 310 000 €. Le point, à l'ordre du jour ne fait pas référence du tout, puisque on est sur une demande de subvention au titre de DETR 2025. Donc,
vous comprendrez qu'on ait besoin de quelques explications, là, parce qu'on n'a pas tout compris. Je vais reprendre parce que je n'ai pas dû lire le bon truc. Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est pour demander une subvention. L'autorisation de programme va être établie au sein du prochain budget qu'on va avoir. Enfin, elle sera confirmée. Donc aujourd'hui, l'autorisation de programme qui était votée au budget va continuer jusqu'au prochain budget et on réactualisera les chiffres. Et là, je pense qu'on sera très bon puisque normalement, on a tous les éléments très récents, mais on a tous les éléments. Donc là, il s'agit aujourd'hui, puisque de demander une subvention, puisqu'il faut le faire assez tôt. Et voilà. Donc moi, il y a des délais à respecter pour la faire. Ouais, voilà. Bon, c'est tout ma réponse parce que je n'ai pas autre chose à vous répondre. C'est ça. L'autorisation de programme est en cours. On va la voter encore, on repassera, là avec des chiffres beaucoup plus précis, puisque voilà. Et par contre, là, c'est une demande de subvention, voilà, au titre de la dotation des territoires ruraux. Voilà. Oui. C'est bien une demande de subvention, mais ça se termine quand même par il sera proposé au conseil municipal d'approuver le projet des travaux, de valider le plan de financement et d'autoriser le maire à solliciter la subvention. Il n'y a pas juste la question de la subvention. Pour demander la subvention, on est obligé de faire un estimatif. Et là, aujourd'hui, l'estimatif, alors donc il faut... Enfin, c'est toute une procédure, mais c'est vrai que c'est pas facile à comprendre toujours. Mais c'est vrai que les procédures administratives de montage des dossiers sont assez complexes et il faut les faire dans le truc parce que si on ne fait pas ça bien qu'on coche pas les bonnes cases, le dossier, surtout dans le moment où la DETR et le DZIL, il faut se battre pour aller les chercher. Et surtout les fonds liés à l'environnement, encore plus. Bon, voilà. Mais ça, c'est encore la politique nationale qu'on évoquait tout à l'heure. Mais bon. Donc voilà, c'est tout. Moi, par contre, on reviendra sur ce dossier-là au prochain conseil de fin mars. Et puis en tête, la date, 26 mars. Et donc, vous aurez toute la liste des AP, et les AP seront, et cela, c'est sûr que ce sera une AP précise, puisqu'on aura les montants chiffrés je dirais presque au centime près. Voilà. Oui. J'entends bien ce que vous dites sur la nécessité, le timing des événements à réaliser. Bon, il y a besoin d'approuver le projet des travaux, sauf que, mettez-vous à notre place, nous, on ne sait pas quel est le projet. Vous nous demandez de voter sur quelque chose. Vous comprenez aussi notre position. C'est la cinquième fois que vous me répétez ça aujourd'hui. Je vous lis tout à l'heure, avant le préambule, sans avoir eu connaissance de ce que vous ayez répété maintes et maintes reprises. Quand on vous présente le dossier tout à l'heure de la cantine, de la cantine, de la chaudière et du PEM, puisqu'on nous demande de faire de la communication dessus. Voilà. Ok, très bien, mais voilà, surtout, moi, je peux pas vous dire plus. Mais non, mais nous, on cherche à se positionner sur les votes. Ah oui, non, mais positionnez-vous. Vous pouvez pas nous mettre devant le fait accompli. On fait quoi? Nous, on a besoin de savoir les choses. C'est pour ça qu'on demande que les documents soient montrés en commission. Et c'est fou, ça, que vous soyez sans obtus, monsieur le maire. Comment? J'ai pas entendu. Dingue que vous soyez si obtus et que vous ne reconnaissez pas notre droit à C'est l'information. pas obtus. C'est pas obtus. Je vous ai dit en préambule. C'est très compliqué. Sans savoir. Nous vivons un mandat très compliqué. Il me semble que quand on fait les CAO, vous avez donc de votre groupe, Monsieur Simon qui est là, on joue il y a la transparence. On cache rien. Je sais pas qu'est-ce que vous cherchez là. Je veux dire, ça paraît quand même évident. On nous demande de voter sur un projet. Et on nous dit, mais le projet, on vous le présentera en fin de séance. Donc, c'est-à-dire une fois que le vote aura eu lieu. C'est ce que j'allais dire quand M. Kerjean continue à parler. C'est que dans mon propos liminaire, j'avais prévu de présenter tous les dossiers en amont du Conseil. Et après, je me dis, ça va faire long, les propos liminaires. On va mettre la présentation des dossiers en questions diverses à la fin. Bon,
C'est un choix que j'aurais pas dû faire il y a 1 heure de temps, quand on s'est vu, madame la directrice, on dit, voilà, non, je préfère, pour pas trop assommer au début, on va répartir en 2 fois. Bon, ben, voilà, j'ai fait une erreur, oui, allez, j'avoue mon erreur, et j'aurais dû les présenter en début et des questions comme ça ne seraient pas revenues sur le, mais si, je sais qu'elles seraient revenues, parce que, de toute façon, différemment. Ok. Alors, comment? Je dis ça en questions diverses. Ça va vous faire changer d'avis? C'est une question de principe. Non, on les présentera au fin de conseil. Vous aurez les trois éléments et les 3 projets. Par contre, le projet du tennis. Par contre, là, on n'a pas encore les dernières moutures. Bon, allez, si on peut le passer au prochain conseil ou le conseil d'après, parce que c'est un dossier qui sera plutôt dans la fin d'année aussi, enfin 2e semestre. Donc voilà, allez, pour le moins pour la salle de tennis. Donc je vous propose qu'on vote comment? Oui. J'ai encore une question, désolé. Oui. Donc, j'aurais besoin d'une explication puisque, comme je l'ai dit dans mon propos, le projet de restructuration de 2020 avait une enveloppe pratiquement le double de celle d'aujourd'hui. Donc, la modification qu'il y a eu principale, c'est que c'était prévu un scramble, maintenant c'est un self. Sinon, d'après les éléments qu'on a pu consulter, le projet paraît, je dirais, à peu près similaire, voire le projet de 2025 paraît plus ambitieux puisqu'il y a le changement de matériel de cuisine qui n'était pas prévu apparemment en 2020. Or, on a une enveloppe budgétaire qui est plus faible. Donc nous, on aimerait avoir une explication. Comment se fait-il que 5 ans après, on ait, je dirais, alors soit l'enveloppe budgétaire de départ avait été calculée, je dirais, large, en se disant, bon voilà, c'est soit, comment dire, mais on a besoin d'avoir une explication. Il y a un tel décalage, ce serait quelques milliers d'euros. On dirait, bon, ok. Comment, moi je sais pas. Je sais pas, mais comment je vous l'expliquer? Ça a été dit maintes reprises. On met un budget, une AP, c'est fait pour évoluer. L'AP qu'on a mis, 500 000, je ne sais pas d'où il est sorti les 500 000, mais c'était à peu près une évaluation de l'époque avec le Scramble. On nous a dit, en mettant une enveloppe de 500 000, vous n'êtes pas loin de la réalité. Manifestement, on a vu trop. Donc après, il y avait une extension. Exactement. Il y avait prévu une extension. Je ne me souviens plus du dossier. Voilà. Bon, après, maintenant, les AP, je vous dis, peuvent évoluer, puis on essaye, nous, de gérer pour qu'on ait un budget, quand on fait une AP, qu'on a un budget. Si le projet n'est pas trop avancé, on prend de l'argent pour le mettre sur autre chose, et c'est ça qui nous permet de faire fluctuer. C'est comme ça que ça nous permet de fonctionner. C'est ce que la loi nous autorise, c'est ce que les trésoriers nous conseillent. Donc on le fait comme ça et on les ajuste au fur et à mesure. Et plus évolue le dossier, aujourd'hui on est arrivé à des sommes qui sont relativement proches de la réalité. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je trouve que c'est pas mal. Oui, Gilbert. Oui, enfin là, je voulais dire, on va rappeler à M. Simon que vous aviez la réponse dans votre réponse dans l'intitulé de votre question, parce que c'est bien le changement de budget, c'est bien parce qu'on est passé d'un scramble à un libre service. Donc c'est là qu'il fallait plus de place, c'était plus grand. Donc c'est l'agrandissement. C'est l'agrandissement. C'est le projet qui a changé totalement. Ouais, voilà. Donc entre un scramble et un self, c'est un changement total. Oui, la surface nécessaire n'est pas la même. D'accord. Et donc c'est ça qui faisait l'agrandissement. Bon. Sur ce dossier-là, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Ah non, 7 abstentions. Bon, pas de subvention. Toujours Anne-Sophie sur la Désil. Oui. Donc construit dans les années 70, les toitures terrasses de la mairie de l'école publique Châteaubriand et les vestiaires de foot réalisés en bitume présentent d'importants problèmes d'étanchéité, générant des dégradations dans les locaux liées aux fuites d'eau et à l'humidité.
Bien que plus récente puisque construite en 90, la couverture de la médiathèque est également concernée par ces problèmes d'étanchéité. Afin de remédier à ces problèmes et d'entretenir son patrimoine immobilier, la collectivité envisage de refaire toutes les couvertures en 2025. Les complexes d'étanchéité actuels seront déposés, un pare-vapeur sera installé, une isolation en mousse polyuréthane de 100 mm sera collée sur laquelle sera installée une nouvelle membrane d'étanchéité à base de bitume élastomère. Les relevés d'étanchéité seront réalisés à l'aide d'une résine liquide en bitume polyuréthane. La toiture étant la principale source de déperdition de chaleur comme mentionné ci-dessus, ces travaux seront mis à profit pour installer une isolation dont la résistance thermique sera supérieure ou égale à 4,5 m² par kilowatt. Le coût estimé de cette opération de rénovation des toitures est de 420 000 € hors taxes, honoraires et frais annexes compris. La surface totale des toitures concernées avoisine les 2000 m². Le planning prévisionnel des travaux est le suivant. Démarrage des travaux en mai 2025, fin des travaux en septembre 2025. Pour mener à bien ces travaux, il est envisagé de solliciter l'aide de l'État au titre de la DESIL, programme 2025 à hauteur de 30% du coût des travaux, soit 126 000 €. Ce financement viendra compléter les fonds propres de la commune pour réaliser ce projet. Donc, le plan de financement a été présenté en commission. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de travaux présentés ci-dessus, de valider le plan de financement prévisionnel présenté, d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la DESIL 2025, ainsi que toute autre subvention susceptible d'être accordée pour la réalisation de ces travaux. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis favorable à l'unanimité. Question? Oui, juste une question. Comme je l'évoquais dans mon intervention tout à l'heure, du coup, cette opération, elle relève de l'AP rénovation énergétique ou c'est hors AP sur les opérations d'équipement sur la rénovation, construction et bâtiments administratifs et scolaires? Oui, c'est pas sur l'AP rénovation énergétique. D'accord. En fait, tous travaux qu'on fait actuellement pourraient rentrer dans la rénovation énergétique, si on fait des travaux sur un bâtiment, forcément ce sera fait pour améliorer le bâti, sauf qu'on ne va pas tout mettre dedans. Alors, pareil, quand on change un frigo pour avoir un frigo performant, on ne va pas le mettre dans la rénovation énergétique. D'accord. Du coup, pour aller plus loin, du coup, qu'est-ce qui est prévu sur l'opération rénovation énergétique pour 700 000 € cette année? Alors c'est principalement la chaudière. La chaudière? Principalement, oui. Oui, c'est ça. Ok. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Adhésion au bouquet du service Mégalis. Anne-Sophie. En sa qualité de... Alors, je regarde juste si j'ai un petit résumé. En sa qualité de commune de Brest Métropole, le PCI, membre statutaire du syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, la ville de Guilherme peut bénéficier du bouquet de services numériques fourni par le syndicat de Brest Métropole pour la période 2025-2029. En effet, comme pour la période précédente, 2020-2024, l'accès à cette offre de service est mutualisé au niveau de l'EPCI de rattachement qui en supporte la contribution financière pour les usages de celui-ci et ceux de ses communes. Je vous fais grâce du bouquet de services numériques destiné à l'administration. Il y en a plein, notamment le parapheur électronique, qui est très utile, les signatures en ligne. Il y a tout un bouquet aussi de services numériques destinés aux citoyens, tout ce qui est publication et valorisation des données publiques, les services de démarche en ligne, dématérialisation des registres d'enquête publique. Le bouquet comprend des services numériques en lien avec la cybersécurité également, tout ce qui est RGPD. Le bouquet propose aussi de nouveaux services d'accompagnement dans les démarches d'accessibilité et de sobriété numérique, ainsi que des services d'accompagnement quotidien. Pour chaque entité utilisatrice du bouquet de services numériques décrit dans le tableau ci-dessus. Je vais peut-être vous passer le tableau, il était présenté en commission. Pour les autres services, il n'est pas fixé de limite d'usage dans le respect des conditions générales d'utilisation. Si une entité dépasse son périmètre d'usage, une facturation sera appliquée. Les tarifs ont été également présentés. Mégalis Bretagne propose également des services complémentaires dont la liste est disponible sur le site internet du syndicat mixte, notamment la fourniture de certificats électroniques et les services Braille Cyber. La ville de Guilherme est déjà utilisatrice de plusieurs services du bouquet. Le bureau de Brest Métropole du 7 février aura approuvé et signé la convention d'accès aux services numériques de Mégalis Bretagne pour la période 2025-2029. Pour pouvoir utiliser les services numériques proposés dans le bouquet, la ville de Guilherme doit approuver et signer la charte d'utilisation du service de Mégalis Bretagne jointe en annexe à la présente délibération.
La durée de cette charte est identique à celle de la convention qui sera signée par Brest Métropole. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal, d'après avis des commissions compétentes, d'approuver la charte d'utilisation des services de Mégalithes Bretagne et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis unanime de la commission. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Isabelle, avenant convention d'objectifs et de financement et LSH périscolaire. Donc, vu la délibération du Conseil municipal 2021-51 du Conseil municipal du 10 juin 2021, portant sur la convention d'objectifs et de financement, la LSH périscolaire 2021-2024, vu la délibération Conseil municipal 2023-67 du Conseil municipal du 27 septembre 2023, portant avenant sur la convention d'objectifs et de financement à LSH périscolaire. La commune est liée à la caisse d'allocation familiale par une convention d'objectifs et de financement d'accueil périscolaire. Cette convention a été conclue pour une durée de 4 ans, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, de nouveaux financements sont possibles pour les accueils d'adolescents. Cet avenant a pour but de les intégrer, à savoir donc le complément inclusif à LSH, le financement des heures d'accueil supplémentaires, nouvelles, la prise en compte du temps de repas dans la pause méridienne, l'intégration du plan mercredi dans le bonus territoire et la fusion de l'aide spécifique rythme éducatif à la prestation de services à LSH. Ces nouveaux financements sont applicables depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au terme de la convention, soit le 31 décembre 2024. Les autres termes demeurent inchangés. Il est demandé au Conseil municipal de valider les termes de l'avenant et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis unanime de la commission. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue, Isabelle, pour l'avenant à la convention d'objectifs et de financement. Alors, je vous fais grâce des premières lignes. Donc, dans le cadre de la convention territoriale globale, la commune et la caisse d'allocation familiale ont signé une convention d'objectifs et de financement pour le financement des séjours de vacances organisés. La convention prévoit de financer uniquement l'offre déjà existante, soit celle établie dans l'ancien contrat enfance-jeunesse. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, des financements sont désormais possibles pour l'offre nouvelle. Il y a donc lieu d'intégrer cette disposition par le présent avenant. Donc, on avait vu déjà le tableau. Les autres termes de la convention demeurent inchangés. Il est demandé au Conseil municipal de valider les termes de l'avenant et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis favorable à Des l'unanimité. questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Isabelle, toujours avec avenant de convention d'objectifs et de financement BAFA, BAFD. Donc, dans le cadre de la convention territoriale globale, la commune et la caisse d'allocation familiale ont signé une convention, bien sûr, d'objectifs et de financement pour le financement de la formation BAFA et BAFD. La convention prévoit de financer uniquement l'offre déjà existante, soit celle établie dans l'ancien contrat enfance-jeunesse. Dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027, signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, des financements sont désormais possibles pour l'offre nouvelle. Il a donc lieu d'intégrer cette disposition par le présent avenant. Donc, je vous fais grâce du tableau aussi. Les autres termes de la convention demeurent inchangés. Donc, il est demandé au Conseil municipal de valider les termes de l'avenant et d'autoriser Monsieur le maire à les signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Oui, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions? Non, tout simplement. Est-ce que du coup, Isabelle pouvait apporter la réponse, s'il vous plaît, pour que tout le monde soit au courant? Par rapport au BAFA? Oui. Attendez. Il faut. Il faut que je la retrouve. Alors, hop, ça me donne. Donnez-moi 2 minutes. C'est vrai qu'en commission, on avait demandé si le dispositif était ouvert à tous les guilériens ou restreinte à une certaine catégorie de guilériens.
Voilà. Tu l'as? Ouais, je l'ai, monsieur le maire. Comment on peut la passer? Non, mais je l'ai. Je la lis? Oui, vas-y. Donc, voilà le petit mot qui vous a été envoyé. Hein. Excusez-moi. Bonjour. Donc, convenu lors de la commission municipale du 30 janvier dernier, voici les précisions concernant le point 8, l'avenant convention d'objectif financement pour les BAFA et BAFD. Donc, le nombre de BAFA et de BAFD financés par la CAF n'est plus limité. Cependant, compte tenu du contexte économique national, les fonds de la CNAF ne sont pas garantis. L'octroi de cette subvention est conditionné à un financement intégral de la formation par la collectivité, donc soit les 2 sessions théoriques. À l'heure actuelle, nous envisageons donc de continuer à utiliser cette subvention pour la formation de nos agents. Voilà la réponse qui a été faite. En traduction, on paye d'abord et peut-être qu'on se fera rembourser. Peut-être. Peut-être. Parce qu'ils ont dit peut-être qu'on n'aura pas de sous. Peut-être qu'il n'y aura pas de sous. Comme Voilà. d'habitude. Ça aussi, c'est la vie d'une collectivité. Plein de promesses et après rien du tout. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui... d'autres questions peut-être? Non, il n'y en a pas. On passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention de partenariat avec l'association Valentin Oui. Thierry, oui. Voilà, donc je vais vous présenter Ouais, donc je vais vous présenter un sujet qui, j'espère, sera plus consensuel. La Guiltec est un lieu culturel de la commune ouvert à tous afin de développer les services à destination des publics empêchés. La Guiltec souhaite enrichir son offre en matière de lecture pour ces publics. L'association Valentin AI constitue un acteur incontournable et historique de l'aide aux personnes déficientes visuelles. Elle est l'association référente en matière d'accueil, de soutien, de formation et de développement de l'autonomie pour ce public. La présente convention de partenariat permettra à la Guiltec d'offrir un accès à l'intégralité des collections de livres au format DAISY, le Digital Access Information System, de bénéficier de la communication de l'association sur ce partenariat, de mettre en dépôt des livres au format DAISY gravés sur CD par l'association moyennant un coût de 2 € net par CD. En contrepartie, la médiathèque s'engage à mettre à disposition ces documents uniquement auprès des personnes pouvant y prétendre, établir un bilan annuel du partenariat. Alors vous avez donc le modèle de la convention. Donc il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. La commission plénière a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Soumet au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Alain, dénomination des voiries, secteur Quévrel, Quérichia, Languéro et Kerlubridic. Oh là 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 là. Les lieux dits Quévrel, Quérichia, Languéro et Kerlubridic comprennent plusieurs habitations desservies par des voiries qui ne sont pas dénommées. Afin de permettre une numérotation métrique de ces habitations et donc de leur faciliter leur localisation, il paraît opportun de dénommer ces voiries. Impasse de Quévrel, route de Quérichia, route de Languéro et route de Kerlubridic. Merci. On continue. Non, mais on continue à numéroter, à améliorer pour les pompiers, pour les, enfin bon, tous les services. Pour les pompiers, et maintenant, ce qui est beaucoup demandé, Mathieu nous l'avait fait remarquer, c'est pour tous les livreurs, d'avoir une numérotation, ça évite. Ça aide. Et les secours. Et les secours. Ouais, prioritairement. Merci. Donc, la commission plénière a vu le dossier. Oui, avis favorable à l'unanimité. Très bien. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Et dernier point, Alain, dénomination du secteur Noix-des-Galettes, Kérouldry, Castelmain et Quatiogan. Alors, les lieux dits Noix-des-Galettes, Kérouldry, Castelmain et Quatiogan comprennent plusieurs habitations desservies par les voiries qui ne sont pas dénommées. Afin de permettre une numérotation métrique de ces habitations et donc faciliter leur localisation, il paraît opportun de dénommer ces voiries. Alors, chemin de Noix-des-Galettes, impasse de Kérouldry, route de Castelmain et route de Quatiogan.
Merci Alain. La commission plénière a fait le... Oui, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Comme je l'ai dit, on va présenter maintenant 3 dossiers. On va les mettre en visuel. Voilà où ceci. Tu commences par qui là? Là, c'est la chaufferie. Par contre, Si on peut se rapprocher de l'écran. Se lever pour ça. Oui, il a levé. Bon, on va sur place et puis tu vas pointer. Faut le baisser. Donc, pour présenter juste le dossier, on va faire donc un réseau de chaleur en faisant une chaudière à bois donc à côté de la chaudière à l'arrière du bâtiment de l'école Chateaubriand, du primaire Chateaubriand. Réseau de chaleur qui alimentera bien sûr ce bâtiment-là, la mairie, la médiathèque et avec prévision d'alimenter aussi la maternelle qui est aujourd'hui en partie électrique. Donc on le passerait à terme en réseau de chaleur, ce qui permettrait d'agrandir notre réseau. Alors vas-y Michel. Ouais, donc là, on vous présente la façade vue de la rue Lemonnier. Donc le bureau actuel de la directrice de la cantine est là. Vous avez son entrée. Donc sur le côté ici, là vous avez donc la porte qui va aller dans la chaufferie carrément. Ici vous avez une porte qui va entrer dans le silo. Et donc après ensuite on a un petit vide ici avec un grillage qui va y avoir et un portail dans le bout pour pouvoir rentrer de reculer pour le silo. On peut passer à la... Voilà. Donc vous voyez le camion qui va reculer. Le silo... Dans la fosse de réception. La fosse, elle est là. On la voit ici en dessous, ce que ça va donner. Donc les camions vont reculer, ça va aller là-dedans. Il y a une vis qui va amener déjà auprès du silo. Il y a une autre vis à l'intérieur du silo qui va remonter les plaquettes et qui vont donc s'étaler après dans le silo. Et une dernière vis qui va aller directement à la chaudière qui va se retrouver ici. Et donc vous avez l'ouverture de la trappe du silo, de la fosse. Pardon. Et donc elle s'ouvre, vous voyez, comme ça. Donc ça va être mécanique et ça va être manœuvré par un agent. On peut passer à l'autre. Voilà. Donc on était là tout à l'heure, vous voyez, la fosse, le silo, donc avec la vis qui est là, celle que je vous parlais tout à l'heure. Et donc la chaudière à bois qui va être ici, avec donc une autre vis qui va arriver directement à la chaudière. Après, nous avons la chaudière à gaz qui va donc pouvoir compléter et puis même... En fait, pendant la période de chauffe, c'est la chaudière à bois qui va travailler. Ouais. Pendant la période uniquement pour le sanitaire, la période d'été, ça sera la chaudière à gaz. Sauf que la chaudière à gaz, si jamais on arrivait à du grand froid et qu'il valait vraiment, elle peut venir en appoint compléter la chaudière à bois. La chaudière à gaz viendra compléter la chaudière à bois. Et elle pourra couvrir les besoins de la chaudière à bois. On peut revenir encore avant, s'il te plaît, merci. Donc là, vous avez la chaufferie qu'on construit avec des silos. Et là, on utilise l'ancienne chaufferie où il y avait la chaudière au fioul, donc avec 2 ballons qui vont être installés là. Et on a prévu dans l'agrandissement également, un TGVT dont on va avoir besoin. Donc là, vous avez le schéma donc vous voyez, ici le silo, la chaudière à bois, les ballons et la chaudière au gaz. Alors pour information, il y a
style de chaudière comme ça qui existe à la mairie de Gouenou, dans la nouvelle école qu'ils ont fait. Il y en a une ici à Guilher, installée au CERF municipal, au CERF de la métropole, pardon, et donc qui correspond à peu près à la même... voilà, donc on est allé voir. Et notre souci, bien sûr, c'était aussi de trouver quelqu'un qui puisse nous alimenter. Donc ça fait longtemps qu'on cherche et puis on nous envoie. Je ne comprends pas. On a fait appel à des associations, on dirait environnementales. Je ne cite pas les noms pour ne pas les mettre en porte-à-faux. Mais on nous envoyait sur des choses, 150 km, vous avez retrouvé des livreurs. Personne ne nous a dit qu'on en avait un qui faisait sur Guilher. C'est fou. Il a fallu qu'on aille les chercher nous-mêmes. Et en l'occurrence, c'est une entreprise qui est dans l'environnement aussi, qu'on a rencontré, mais complètement pour autre chose l'autre jour, qui nous dit, mais nous, on peut vous fournir vos plaquettes, sans problème, avec du bois traité, traité sur place, enfin, qui, eux, quand j'y traité, broyé sur place, et donc des plaquettes qui correspondent à notre machine. Donc, en matière de développement durable, on n'a pas besoin de faire venir de loin les camions, ils vont venir localement de l'entreprise ici, et puis voilà, on a trouvé un fournisseur et du bois local aussi. Ils viennent pas de Scandinavie. Comment? Ils viennent pas de Scandinavie. Ils sont peut-être passés par là, avant. Ah oui, ça après. Voilà. Et donc le réseau de chaleur qui présentait le câble rouge là. Donc là, vous voyez l'ancien local de la chaufferie dont je vous parlais. Donc le réseau de chaleur va partir de là, avec un cheminement dans le préau, dans la cour ici. On va traverser le grillage. On va venir là sur le parking. On va donc il y aura des tranchées. On va arriver ici près de la salle bleue, du côté où il y a l'épicerie sociale également. Et on va arriver à l'ancien local de la chaudière de la mairie médiathèque. Et donc là, il va être créé, c'est dans le marché, une sous-station qui va donc piloter le chauffage de la mairie médiathèque. Voilà. Et donc, bien sûr, l'ancienne chaudière au gaz va être enlevée. Et là également. Voilà pour celui-là. Est-ce que vous avez des questions? Ah non, ça fait. Voilà. Alors c'est vrai que là il y a une tranchée à faire, et c'est vrai qu'on a beaucoup de réseaux électriques, de réseaux d'eau. La preuve, quand on avait fait le sondage pour ce qu'on disait tout à l'heure, l'extension de la mairie, le gars il fait un sondage et pourtant il avait tous les DICT, il avait vérifié tous les réseaux, mais nous, il est tombé sur le câble électrique. Et là ça fait boum. Et là on n'a pas eu de courant pendant un moment. Moi c'est comme ça. Ça fait vraiment un truc 10 cm et juste pour dessus. Ah ouais. Bon, c'est pour ça qu'il faut on évite tous les réseaux. C'est la complexité qu'on a dès qu'on a des tranchées à faire ou des sondages à faire, dès qu'on approche de la centralité du bourg. Et surtout maintenant, il ne faut pas oublier avec la fibre. Alors là, si vous cassez ça, ça peut faire mal. Voilà, le calendrier, Michel. Oui, donc là, vous voyez, la préparation du chantier en avril, démarrage, démolition, terrassement, étanchéité. Et donc sur juillet, on a bloqué les 4 semaines pour faire les tranchées qui vont aller dans la cour de l'école et jusqu'à la mairie. Donc dans la cour de l'école, il n'y aura plus d'élèves bien sûr. Et en plus sur le parking là, qui va être utilisé, il y aura beaucoup moins de voitures. Donc après, dans la partie chauffage, donc, il y aura des préparations en atelier, ça s'appelle ça une panoplie qui va être installée dans la chaufferie. Ils préparent ça en atelier. Donc tout ça, le reste va être démonté. La dépose des chaufferies, après l'installation du silo, la sous-station et la chaudière qui va être installée. Et on a jusqu'à début octobre, on leur a donné jusqu'à là pour la finition du chantier, pour cela nous permette de faire des essais avant la saison de chauffe
présente le deuxième projet maintenant, de la cantine. Là, vous avez l'état actuel de la cantine et de la cuisine. Donc, vous voyez, avec un seul vestiaire, ici, donc la salle de restauration. Si on peut passer à la deuxième, voilà. Donc, on a assuré que vous avez tous les travaux qui vont être, les endroits où il y aura des travaux dans la cuisine, dans la cantine, vous voyez, tout autour là. Et donc avec un remplacement des menuiseries extérieures. Donc la particularité, c'est que les menuiseries extérieures, pour avancer sur le planning, nous allons démarrer le démontage lundi matin avec des entreprises, donc démolition, et théoriquement, mardi la pose des premières menuiseries va démarrer avec une entreprise. Donc, on a prévu ça pendant les vacances scolaires, et cela nous permettra, j'espère, de gagner sur le planning de l'installation totale de la cantine en juin, juillet et août. Donc, vous avez les accomplissements. On peut passer à l'autre, s'il te plaît. Donc là, ici, on va créer, on va agrandir, on fait un deuxième vestiaire. Il n'y en avait qu'un, donc il fallait donc du mix. Ça va être fait. Il y a la plonge ici qui va être réinstallée là, toute cette partie-là. Ici, vous allez avoir donc le débarrassage des plats et des plateaux. Et donc ici, l'installation du self avec tout le matériel qu'il faut, et puis le glissement pour les plateaux. On a donc étudié ça en collaboration avec les agents de la cuisine, et donc on a pensé également aux élèves pour les hauteurs, pour qu'ils soient obligés de se mettre les bras à l'eau pour pouvoir emmener les plateaux et les plats. Donc là, le sol, ici il va y avoir une partie carrelage à cet endroit-là. Là, autrement, ça va être un sol en PVC, un peu comme le type qui est utilisé dans la médiathèque, avec un intégrisement acoustique très important qui permettra d'éviter les bruits quand une fourchette ou un couteau tombe, ou quand un verre tombe et qui casse. Donc, et ensuite, à la dernière phase, ça va être le remplacement du mobilier. Alors, ici, on voit ce qui va être posé à partir de mardi, donc des menuiseries, les 5 menuiseries qu'il y a, des grands ensembles. Donc là, il était temps qu'on fasse quelque chose parce qu'on était avec du simple vitrage et des profils à vue qui créent de la condensation. Donc là, il y aura d'un thermique et du double vitrage avec un vitrage à l'argon qui permet donc de résorber le soleil quand il y en a trop et d'en créer de la chaleur quand il y en a en fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Moi j'ai une question, pourquoi le self et pas le scramble comme à l'époque? Parce qu'on s'est rendu compte avec le Covid en fait que le scramble nous avait bloqué. Plus de contraintes. Plus de contraintes. On était, pour le Covid par exemple, au scramble, on était obligé de repasser à un service à table. On n'a pas pu l'utiliser par rapport au croisement des enfants. Et donc on repart sur un... D'accord, parce que le scramble, on y va, on y retourne. Voilà, le scramble en fait, il se sert... Le scramble, il se sert... Voilà, ils prennent tout. Tandis que le scramble, ils prennent l'hors d'œuvre et le dessert, ils vont manger, et après ils reviennent, ils vont chercher leur plat chaud. Mais pour répondre à Jean-Philippe Souriman, c'est vrai que si on n'avait pas eu la période Covid, on était parti pour continuer un scramble parce que moi je trouvais ça formidable, c'était très bien. Mais là, manifestement, la pandémie nous a fait un peu revenir en arrière et on est revenu sur les bases plus simples. Mais voilà, c'est essentiellement ça le choix. Donc voilà, donc aujourd'hui tout ça a été fait en accord avec bien sûr le personnel. Le personnel a été associé de A à Z à toutes les discussions, enfin je pense aux cuisiniers et aussi à ceux qui travaillent. Et ils attendent ça depuis longtemps parce que c'est vrai, pour y avoir été quelques fois, il faut mettre des boules de pièces et puis le raisonnement
l'environnement, enfin bon, les conditions de travail vont être quand même très sensiblement améliorées. Donc là, on passe au planning, si vous voulez. Donc démolition, des amiantages, des postes des menuiseries. Donc ça va être la semaine prochaine. Et la pose des menuiseries extérieures, donc sur les 2 semaines qu'on va avoir pendant les vacances scolaires. Là. Donc, alors, ici, on va essayer de passer ces 2 semaines-là là, sur le mois de juin pour éviter de fermer la cantine 2 semaines supplémentaires. Et donc, on va essayer de se cantonner sur le mois de juin. Et donc, sur la première semaine de juillet, comme disait M. Simon. Alors, on va être obligé quand même, pendant un petit mois, quelques semaines, les dernières semaines, de transférer les gamins dans les salles municipales qu'on a déjà bloquées. Et on va être obligé de faire un appel à un prestataire extérieur pendant voilà, le temps de commencer, de continuer les travaux pour que ce soit opérationnel à la rentrée. Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Petit gardement. Quand tu parles du matériel, on a par exemple l'exemple des chaises, le poids des chaises. Ouais, alors je sais plus. Oui. Donc, on a consulté des fabricants et des fournisseurs de matériel. Et donc, là, actuellement, on a des chaises qui pèsent 5,5 kg ou 6 kg. Et là, on va arriver avec des chaises à 2,7 kg avec des pieds-de-main en alu. On a aussi 2 là, pour essayer et puis voir qu'est-ce que ça donne. Et bien sûr, les montrer au personnel de la cantine qui, eux, vont choisir les modèles qu'il faut. Parce qu'il y a divers variantes. C'est vraiment très bien comme produit. Et les tables également, qu'elles soient rectangulaires ou rondes. Les gamins pourront se jeter les chaises à la figure, c'est beaucoup plus léger. Quand il y aura une grosse manif. Non, mais là, la miniature, c'est un confort différent de tout ce qu'il y avait avant. Donc, on a essayé nos réflexions sur justement l'activité qui est bien et qui soit. Et là, c'est pareil à la récréation. Ok, merci Michel. On va passer sur le dernier point. Tu le présentes, Anso, ou moi, comme tu veux. Hein, mais... Le dernier point sur le PEM. Alors pourquoi on vous présente ça? C'est quelque chose qui nous a été présenté ce matin. Enfin, attendez, il n'est pas que de ce matin. Ça fait longtemps qu'on y travaille avec les services. Mon réseau grandit et avance à pas normal. On est dans les délais pour les pistes de tram et de BHNS. Et enfin, et on le savait depuis le début, que les PEM seraient réalisés, et notamment ce qui nous concerne, celui de Couade-Metz. Donc il sera. Vas-y, tu peux approcher. Hein, on va passer. Alors pourquoi je passe ce soir? C'est parce que les travaux vont démarrer en 2e semestre, plutôt à la fin de l'année. Mais qu'il y a des travaux préparatoires à faire sur le site de Couade-Metz. Et là aussi, alors toutes les études environnementales ont été faites et on doit couper tous les arbres qui sont sur le Mervan. Il y aura une alors, compensation. je continue. Tous les arbres vont être coupés puisqu'il faut que ce soit fait avant la fin du mois parce que la période de nidification démarre au 1er mars. Et pendant le 1er mars jusqu'au fin septembre, on n'a pas le droit d'intervenir sur les arbres. Donc, il préfère les couper. Tout va être compensé. Tous les arbres qui seront coupés seront compensés. Soit par des replantations, mais comme on aura moins d'espace de verdure après, parce que vous allez voir le projet, on fait quand même beaucoup de choses. Parking, vélo et autres. Tout va être compensé sur place, une partie, et le reste va être compensé sur le site de Baudeloup. Donc, un arbre coupé, un arbre planté, voire plus, et on va le compenser, c'est ça la loi. On a décidé de le compenser sur le site de Baudeloup, où il y a énormément d'espace pour planter des arbres. Voilà.
Ce que je veux dire, donc le pourquoi on communique aujourd'hui, c'est tout simplement. Les travaux ont commencé. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Oui, on va couper les arbres, mais c'est pour demain pouvoir travailler sur le site et reporter derrière ailleurs. Monsieur le maire. Oui, non. À ce sujet, est-ce que vous avez reçu mon mail? Non. Qui parle justement des transports en commun. Parce que j'ai pas eu de réponse, mais peut-être que j'ai pas envoyé à la bonne adresse. Je vais vérifier. C'était il y a quand 15 jours, je pense. Bon, on va regarder. Ouais, moi je vais regarder. Ok. Merci. Vas-y, Donc, vous vous rappelez le projet du pôle d'échange multimodal est au niveau du rond-point de Quatmez. Tout le monde le situe, hein, j'espère. On continue, on va là, bon, j'ai pas l'intérêt cette. Donc là, vous visualisez le rond-point de Quatmez. Il y a déjà le parking, le petit parking de covoiturage qui est là. Donc l'idée, c'est d'agrandir la zone et d'ouvrir pour avoir un accès aux cars. Jusque-là, les cars de la région ne pouvaient pas s'arrêter parce qu'ils n'avaient pas possibilité d'avoir une zone de retournement. Et après avoir lourdement insisté, on a réussi à avoir cette zone de retournement. Maintenant, il n'y a plus qu'à convaincre la région. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ils ne pourront plus nous dire, leur argument jusque-là, c'était on ne peut pas se retourner, donc on ne viendra pas s'arrêter à Guilherme. Donc maintenant, ils peuvent se retourner, donc ils n'ont plus cet argument-là. Donc là, vous reconnaissez l'entrée de Guilherme. Continue, voilà. Donc ici, on va décaler un petit peu l'entrée du rond-point. Comme ça va aussi ralentir la vitesse. Donc là, on coupe forcément le merlon. On augmente le nombre de places de stationnement. Alors, c'est pas énorme, hein, on passe de 38 qu'on aura là. De toute façon, vu qu'ils ont refusé de faire le pôle d'échange multimodal en face, ce qui était notre souhait, d'avoir un gros pôle d'échange multimodal en face, on est quand même assez limité. Il y a ici la zone d'entrée pour les cars et pour les bus, donc avec l'arrêt, le car, et le car pourra faire son retournement ici. La piste cyclable arrive ici. Il y aura un cheminement séparé pour les vélos à partir d'ici pour pas qu'ils passent au niveau de l'arrêt de car. Et donc là, ils vont pas passer dans le rond-point parce que vous imaginez bien qu'en entrée de ville, là, le risque serait trop grand. Donc on les fait contourner le rond-point. Donc avec les passages signalés au niveau des passages piétons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura du stockage de vélos. Et du stockage assez nombreux. Stockage, comment dire, sécurisé. Voilà. Donc il y aura sous-abri et sécurisé selon les modalités de bibus habituelles, qui sera à ce niveau-là. Et je pense qu'on peut passer à la suite. Un truc de location de vélo aussi, non? Ce sera, moi je pense qu'il y aura, c'est avec la carte Corrigo, on pourra donc stocker son vélo, mais voilà, sur abonnement, quoi. Donc 38 places de parking contre 25 actuellement. Donc le fonctionnement giratoire avec insertion vélo dont je vous parlais. Il y a un emplacement pour du dépose minute. Donc la bretelle réservée du C-car, l'arrêt de car, l'abri vélo sécurisé, voilà. Donc là c'est pour vous montrer le type d'abri vélo. Donc ça c'est les abris vélo qu'on a l'habitude de connaître sur la métropole, avec notamment les Vélo à étage. Voilà, et c'est assez léger, hein, donc ça peut faire peur comme ça, mais le système est bien fait, c'est léger pour monter son vélo. Il y a Faut pas qu'il l'utiliser, ça c'est sûr. Également. Mon vélo n'ira jamais dedans. Donc il y a toute une partie intérieure et une partie sous-abri, et il y aura aussi une station de réparation vélo. Donc là on lance les consultations aux entreprises, on désigne les entreprises en mai et on prépare les travaux en juin, et de juillet à décembre il y a les travaux d'aménagement. Donc là, on commence déjà sur la partie arbre, comme vous disait monsieur le maire, puisqu'on est bloqué sinon après avec la période d'humidification, et ça décalerait tout le calendrier. Donc là, c'est ce qui est marqué. Donc c'est tous les arbres qui sont sur cette partie-là. Ouais, on voit mal, mais en fait, c'est la superposition du vieux trajet et du nouveau. Mais il faut aller regarder très près, mais on veut bien vous les transmettre pour que vous voyez mieux. Il suffit d'y passer. Ouais. Vous allez vous garer sur le parking de covoiturage et vous voyez bien comment c'est. Ça a été pour des salons,
pas mal quand même. Je suis allé voir. Ça va faire drôle quand on va raser ça. Et puis je pense que le bruit, hein, j'imagine que les maisons à côté vont peut-être. Mais enfin bon, c'est un mal pour un bien derrière. Bon, Anne-Sophie l'a dit, ça n'a jamais été mon souhait de faire là. Mon souhait a toujours été de le faire de l'autre côté du rond-point. On pouvait aménager là pour faire du vélo, il n'y a pas de souci, on pouvait garder ça. Mais bon, beaucoup ne se rappellent pas peut-être, mais avant qu'il y ait le rond-point, il était prévu un passage dénivelé. Et donc il y a eu des acquisitions foncières faites de l'autre côté, qui sont en friche aujourd'hui, mais qui appartiennent à la métropole. Donc il y avait moyen, bon, bien sûr en faisant quelques acquisitions foncières, de faire un gros parking de l'autre côté et capter tous les gens qui viennent de Cernan. Mais puisqu'on en a parlé ce matin, moi je reste dans l'optique que le bus à haute cadence, quand on aura fini en 2026, qu'on aura inauguré nos 2 lignes, immédiatement il faudra se mettre autour de la table pour qu'on fasse une extension du BHLS. Et j'ose même pas imaginer que pour le prochain coup, c'est-à-dire dans 15 ans ou dans 12 ans, et j'espère avant, on n'ait pas un bus à haute cadence qui nous arrive, et je l'espère, à Quadmes, et que donc, et là, notre projet, enfin le projet que je défends toujours, c'est donner un grand parking, un projet d'échange multimodal de l'autre côté, mais digne de ce nom, avec parking comme un peu les portes de Gouenou, qui reçoit des gens, qui covoiturage, plein de choses, et aussi, s'il y a un bus à haute cadence, qui empêche après de boucher l'avenue Le Gorgeux et tout ça. Présentation, y a-t-il des questions diverses, autres? Oui? Juste une remarque dans le cadre de la saison culturelle, samedi soir, il y a le Festo en partenariat avec le Magora, donc avec le fameux groupe Plantex. Il reste des places, venez. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je clôt ce conseil municipal et au 26 mars du prochain conseil municipal budget. Merci, bonne soirée, bonne continuation.